Une très cordiale bienvenue à la troisième édition d'ICAD à Paris. Mon nom est Christophe Sauerwein. Je suis un des directeurs et fondateurs d'ICAD. Comme vous pouvez l'entendre, je suis français. Je travaille à Londres également. Je vais juste vous dire un mot sur ICAD. ICAD est né il y a de nombreuses années sous d'autres noms et est devenu ICAD il y a 3 ans. C'est une organisation indépendante qui a une vocation simple, permettre de partager, d'étendre, d'approfondir le savoir en matière de santé mentale, de santé comportementale et en particulier en matière d'addiction. C'est une plateforme, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu de théorie, c'est un lieu de pratique, selon les différentes conférences, selon les différents pays, c'est un peu protéiforme. C'est à but non lucratif, c'est indépendant, c'est européen, basé à Londres, alors je ne sais pas si ça va rester européen très longtemps, mais en tout cas on a vocation à être actif en Europe. Ça a commencé à Londres, il y a Paris, il y a Bruxelles, Stockholm, Rome, Istanbul cette année, on a des projets en Irlande, des projets aux Pays-Bas. Donc une vraie vocation européenne, parce que la souffrance et la douleur est humaine, elle n'est pas nationale. Et l'idée de permettre aux gens de partager la façon peut-être régionale ou culturelle de répondre à la souffrance et la douleur humaine est extrêmement importante. On est plus fort ensemble qu'en solo, je crois. Donc je voulais vous dire ça sur ICAD. Une autre chose qui est importante, on est indépendant. On fait notre travail avec des soutiens parce que sinon ce serait financièrement pas possible. Donc le premier soutien, c'est les gens vous-même. Vous êtes là et vous participez, vous soutenez financièrement. Mais on a également des partenaires qui nous soutiennent. Je voudrais juste dire un mot sur ces partenaires. Ils sont très européens. Triora, Pays-Bas, Espagne. Yes We Can, Pays-Bas. Noël McDermott, anglais. Paracels, Suisse. Monte Wellness, portugais. Withersdale, anglais. Promise, anglais. Castle Craig, écossais, c'est pas anglais. Et Stanmore, c'est en Irlande. Et Seafor, c'est américain. Donc on a cette vocation et c'est très important. Je voudrais remercier tous les partenaires parce que sinon ça ne marcherait pas. Ça demande énormément d'énergie et de logistique de mettre en place 8 conférences en Europe. Donc merci mille fois. Et je voudrais ajouter une chose. Ces partenaires sont là parce qu'ils ont une expérience. Si je fais la somme des expériences là, j'ai 200 ans d'expérience professionnelle sur le traitement des maladies mentales. Donc je crois que l'implication de nos partenaires, c'est beaucoup une implication aussi de partage du savoir. Ils ont des choses à raconter. Ils font partie, je crois, de la conférence. Pas là où je suis, mais parmi vous, aux pauses café, il y a plein de choses à apprendre. Je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Les traducteurs simultanés, le canal anglais c'est le numéro 3, le canal français c'est le numéro 4, pour ceux qui ont besoin d'avoir une traduction simultanée. La vaste majorité de tout cela va se passer en français, à l'exception, pendant le débat ce soir, de Mike Trace qui vient des États-Unis, de Mike Trace qui vient d'Angleterre et de Jack Charlier qui vient des États-Unis, qui parleront en anglais. Mais tout le reste aura lieu en français. Alors, un petit mot bref, avant de passer la parole à nos premiers conférenciers, sur le programme. Quand on a commencé à réfléchir au programme de cette année avec Suzy Longbottom, qui est quelque part ici, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait cette année, de quoi on va parler, et on a eu l'idée de parler d'une chose essentielle. Pas de comment on traite, pas de comment on fait les choses, mais de partir de l'espèce de la dimension humaine de tout cela. Et Suzy m'a dit, tu devrais écouter le discours du président Coutron aux Journées du Havre, à la Fédération Addiction. Et il y a une phrase qui m'a frappé dans ce qu'il a dit, il sera parmi nous cet après-midi s'il n'est pas déjà là, non ? C'est le concept de régulation de l'humain, de régulation du collectif. Comment est-ce qu'on arrive à aborder les désordres de personnalité, l'addiction, sous l'angle de ce concept de régulation émotionnelle, de régulation comportementale, de régulation du collectif. Et ça m'a vraiment frappé parce que la façon dont il en parlait était tellement pleine d'humanité et de structure et de réflexion que c'est resté en moi. On en a parlé avec Suzy. Et puis ensuite, je me suis souvenu que quand j'étais en classe préparatoire ici à Paris, il y a 35 ans bientôt, j'avais dû plancher sur un truc qui était simple. C'était une phrase d'un grand addict, André Malraux.
poète addict est génial, hein, je crois. Et je m'en souviens, hein, 35 ans après, c'est étonnant, ça marque. Il a dit, ce qu'on appelle culture, c'est l'ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu'il regarde devant sa glace son visage de mort. Alors j'ai planché 6 heures là-dessus, je ne sais plus quelle note j'ai eue, mais la phrase est restée. Il y a quelque chose à voir avec l'addiction là. Et la notion de culture, c'est évidemment pas une somme cognitive de connaissances. C'est cette chose fondamentale qui fait que l'humain est peut-être différent d'autres mammifères. C'est cette capacité sociale, cette capacité de connecter, d'interagir. Je crois qu'on ne serait pas ici dans cette salle en vie si nos ancêtres, 500 000 ans, 1 million d'années, n'avaient pas réalisé qu'en étant ensemble, on était plus fort, si on était unis. Et aujourd'hui, ma conviction en tant que thérapeute, en tant que psychologue, en tant que parleur et chercheur aussi, c'est que au fond de tout ça, il y a cette espèce de fondamentalisme de l'humain, la connectivité, la connexion. Donc ces deux choses m'ont mené un peu à réfléchir avec Suzy, et on a construit un programme que vous avez sous les yeux, qui en fait qui a une structure cachée. C'est celle-là que je voudrais juste partager avec vous avant de passer la parole à Jean-Maxence et à Fabrice. Alors, j'ai fait un petit truc qui est assez vaseux, mais qui explique bien ce que c'est. Je dis vaseux graphiquement, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose dedans. L'humain, la régulation de l'humanité intérieure, de l'humanité extérieure, l'interaction sociale, la régulation du collectif, parce que l'humain, c'est aussi le collectif. Comment on parle de tout ça? Alors, on va parler de l'usage. Je n'ai pas mis le nom d'un seul des présentateurs exprès, hein, je vais vous dire qui c'est, mais c'est important qu'on regarde juste la dynamique, là. Parler de l'usage, j'ai mis l'usage au lieu de mettre la consommation, à dessein. On va en parler avec un fantastique duo. Jean-Maxence, on se connaît depuis quelques années, Fabrice, on se découvre aujourd'hui, mais je crois qu'ils ont quelque chose à apporter de fondamental sur l'humanité et de ce que c'est que la position du dépendant. On va partir donc de ce noyau. Et puis donc on va rentrer après dans qu'est-ce qu'on fait, comment on peut aider, et l'expérience du patient quand il se dédie à s'en sortir. C'est l'expérience résidentielle, on a pris ça comme exemple. Je crois que c'est très important de voir qu'on peut faire tellement de choses avec le groupe. Et la dédication à l'engagement vers le mieux-être, vers l'espoir. Philippe Cavarose et Lisa School nous en parleront au travers de choses assez systémiques, mais aussi de leur expérience en tant qu'acteur francophone, en tant que thérapeute francophone, dans une unité de traitement anglophone. Et ils ont développé un programme en français. Ensuite, on va parler d'un truc essentiel, c'est que c'est pas tout d'avoir des idées, de vouloir aider, mais comment on s'y prend. Et Suzy Bottom et Rani Duprat vont parler de ce qui avance dans la formation. Et je crois qu'il y a énormément de choses encore à faire, ça s'arrête jamais. Moi, j'essaie de me former un peu comme je peux tous les jours, parce que je sais pas grand-chose finalement, à part le fait que ça fait mal d'être indépendant. Et ensuite, on arrivera à une autre dynamique fondamentale qui est l'entraide. C'est bien d'avoir des professionnels, mais l'entraide, ce qu'on appelle le peer support en anglais, l'aide du père, de l'autre, comment est-ce qu'on formalise ça? On aura l'exemple de Micheline Clodon et des patients experts et du travail qu'elle fait pour essayer de dynamiser l'entraide et aussi de permettre aux patients experts d'exprimer une chose méconnue dans la société civile, la condition de la dépendance, la condition humaine de la dépendance. Je reviens à Malraux, là. Donc on a ça. Ensuite, il faut bien parler des systèmes, il faut parler de ce qui permet à tout cela de vivre, ce que j'appelle la politique de l'aide. C'est Ruth Gosselin qui a la gentillesse de venir depuis la Mille-Déca dans une période intermédiaire où ils essayent de figer le plan quinquennal prochain. Donc je tire mon chapeau parce qu'elle arrive à un moment où ça doit être difficile de parler parce qu'il y a beaucoup de choses négociées. Et enfin, on essaiera de culminer vers un débat pour qu'on essaye de parler de tout ça. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire venir d'Angleterre et des États-Unis d'autres expériences, parce qu'on a à apprendre, ils ont à apprendre aussi, on a à partager. Donc autour du professeur Reynaud, de Jean-Pierre Coutron, de Ruth Gosselin qui restera parmi nous, viendront aussi prendre la parole Jacques Charlier qui vient des États-Unis avec des initiatives sur le traitement avant la criminalisation, et Mike Trace qui vient des États-Unis mais aussi de la communauté européenne puisqu'il était le président de l'Office de la lutte contre la drogue en Europe au début des années 2000, viendra nous parler aussi un peu de ce qui se passe en Europe. Une fois qu'on aura fait ça, on sera bien fatigué, mais on aura bien planché. Voilà ce que je voulais partager avec vous avant qu'on commence. Pour une fois, je n'ai pas dépassé le temps, c'est bien. Merci mille fois, bienvenue et abordons nos travaux. Jean-Maxence et Fabrice,
est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir venir ? Good morning, bonjour tout le monde. Fabrice Olivet est en retard, il arrive dans quelques minutes, mais je vais commencer, ça va le faire arriver. Ok, merci. Alors, l'idée de cette présentation, contrairement aux apparences, c'est justement de la faire à deux, avec d'une part Fabrice Olivet, qui est quelqu'un qui vient de ce qu'on appelle en France l'autosupport, la défense des usagers, et qui a été un militant engagé de la réduction des risques depuis une vingtaine d'années, à travers une association d'usagers qui s'appelle ASUD en France. La rencontre entre donc Fabrice et moi-même, Jean-Maxence Granier, qui vient plutôt de l'univers des groupes d'entraide, sans évidemment parler au nom d'aucun d'eux. Vous savez que les groupes d'entraide font très attention à ne pas avoir de leadership, de porte-parole. Ils n'en ont pas besoin, et en plus, ils ne s'impliquent pas dans un certain nombre de débats qui sont aussi les nôtres. Voilà, et donc c'est la rencontre de ces deux trajectoires qui fondent un petit peu les éléments de réflexion qu'on veut vous apporter ce matin, en particulier autour d'un travail un petit peu historique sur ce qui s'est passé en France autour de la question des drogues et des différents modèles, au fond, solutions qui ont pu être apportées à tel ou tel moment. Et l'idée forte étant de dépasser un certain nombre d'oppositions qui ont pu, de manière un peu idéologique, structurer ce champ pour montrer aujourd'hui peut-être de nouveaux enjeux ou de nouveaux débats. Et bon, pour tous les anglo-saxons ou les non-français, c'est des problématiques qui sont liées au champ de la dépendance et de la toxicomanie en France. Vous verrez, vous pourrez établir des comparaisons avec ce qui se passe dans vos différents pays. Alors, l'idée importante au départ, c'est que à partir de ce triptyque bien connu du produit, du milieu et de l'individu, le démarrage de la prise en compte de la toxicomanie en France, elle repose d'abord sur un modèle plutôt psychologisant porté par Claude Liebenstein dans les années 70 et qui est très lié à la question de la souffrance du toxicomane, et avec une source d'inspiration qui est le livre de Zinberg, Drug Set and Setting, qui pour prendre en compte à la fois le contexte, l'état d'esprit du toxicomane ou de l'usager et le produit lui-même. Livre assez important. Et donc c'est cette approche de Claude Liebenstein et du centre de Marmottan qui va insister sur la prise en compte de la personne du toxicomane pour privilégier la cure, le produit étant ici relativement minoré, puisque la dépendance active apparaît comme le symptôme d'autre chose, qui est un trauma, une souffrance, une difficulté inscrite dans l'histoire du sujet. Et évidemment, on est là dans quelque chose où il y a une sorte de conjonction entre cette psychologisation, qui évidemment qui reste
reste intéressante et qui reste juste, hein, quand on discute, beaucoup d'entre vous sont engagés dans des relations thérapeutiques avec des gens qui souffrent de la dépendance, on voit bien que souvent il y a un trauma, une difficulté, un abus, toutes sortes de choses qui peuvent expliquer dans l'histoire des sujets, évidemment, la dépendance active. Et à côté de cette psychologisation, elle va avec une mise à distance, au fond, très forte, hein, du produit, puisqu'il est perçu, au fond, comme quelque chose qui vient masquer la cause réelle du problème, qui peut faire l'objet d'une thérapeutique. Et puis, c'est l'émergence de centres qui ne ressemblent pas tout à fait à ceux dans lesquels certains d'entre vous peuvent travailler, mais de centres coercitifs qui sont fondés sur l'idée, effectivement, d'établir une coupure nette entre, quelquefois de manière un peu virile, entre le toxicomane, tel qu'on l'appelle à l'époque, et les produits. Et donc, il y a une espèce de négociation, hein, entre la dimension thérapeutique, d'une part, et la dimension juridique, pour construire, au fond, pour tout ce qui est en tout cas produit illicite, un certain nombre de barrières et d'interdits pour mettre à distance ce produit. Voilà Fabrice Olivet qui arrive en toute discrétion et qui ne sera pas excusé pour son retard et que j'invite à me rejoindre à la tribune. Voilà, et ça c'est un premier moment, hein, de l'histoire de la prise en compte de la question des addictions. Alors il y a un deuxième moment, et c'est bien que Fabrice arrive parce qu'il en est un des acteurs. Hein, après ce moment, au fond, vous vous souvenez qu'au départ, Claude Olivenstein était assez contre la distribution de seringues, peu favorable au traitement de substitution, donc on retrouvera ces postures par la suite. Et donc il y a un deuxième moment évidemment important qui va changer de manière un peu radicale le rapport aux addictions en termes de politique publique et en termes de représentation, qui est l'arrivée évidemment du sida et de la réduction des risques. Et c'est là que je te cède la parole sur un sujet que normalement tu connais bien, oui. Donc ce n'est pas... Bon, alors écoutez, absolument désolé, mais je ne savais pas que vous étiez des gens qui commencent à l'heure. Donc déjà, c'est une différence de culture, mais enfin bon, j'ai plein d'excuses que je ne vous livrerai pas tout de suite. Non, donc je suppose que tu as passé très vite donc, sur le triptyque du docteur Olivenstein. Je ne vais pas faire l'insulte de revenir sur tout ça, en sachant que, quand même, c'est très important de fonder l'affaire de la différence entre la fonction du produit dans le logiciel olivensteinien et la fonction de l'individu, parce que ça construit toute notre démonstration ultérieure. Donc, on est revenu là-dessus, bon, je ne sais pas si tu l'as dit, parce que c'est déjà une période historique, tout ça, en fait. Je me rends compte, à chaque fois que j'interviens devant des publics maintenant plus jeunes, puisque nous sommes devenus aussi des acteurs historiques, que c'est une histoire passée. C'est une histoire qui a des incidences fortes dans le présent, mais le fait qu'il y ait eu comme ça un secteur des intervenants en toxicomanie massivement axé sur ce type de traitement, c'était évident pour ma génération, parce qu'effectivement, en tant qu'usager, on ne connaissait que ça. C'est devenu une histoire quasi inconnue, hein, cette opposition frontale avec l'idée même de traitement de substitution. Et ça me permet de faire le lien avec effectivement ce slide. Le décret de 72, même chose. La plupart des gens ne connaissent pas le décret de 72. Ils connaissent la loi de 70. Ils ne connaissent pas le décret qui a fondé l'épidémie de sida et probablement une partie de l'épidémie d'hépatite C dans notre pays, parce que d'autres pays qui n'ont pas eu ce type de décret, donc de prohibition des seringues aux toxicomanes, n'ont pas eu, parmi les usagers de drogue, ce niveau de contamination. Ce décret, il est pris 2 ans après la loi de 70.
Et il est pris exactement dans la philosophie qui nous occupe, c'est-à-dire faire la guerre à la drogue, mais ce qui revient à faire la guerre aux drogués. Alors évidemment, on peut trouver des tas de bonnes raisons pour ça. Enfin, l'analyse des choses, bon, on vous parlera de la bibliographie tout à l'heure. Là, il y a un excellent livre qui vient de sortir qui s'appelle Héroïne, la catastrophe invisible, donc que je vous invite tous à acheter. Donc coordonné par Michel Kokoreff et Anne Coppel, dans lequel on revient, puisque un certain nombre d'auteurs, de rédacteurs d'Assud sont intervenus, dont moi-même, sur l'historique de cette confusion entre l'abstinence et la prohibition. Il a fallu attendre donc 1987 pour que Michel Barzac, donc courageuse ministre de la Santé, abolisse ce décret, en sachant qu'il y a toute une période entre 1985 et 1987 où on connaît absolument les méthodes techniques, en l'occurrence substitution, échange de seringues, pour sortir de l'épidémie, et où les spécialistes donc, se déterminent en expliquant au gouvernement que ça n'aura aucune incidence. Et notamment le docteur Olivenstein, qui par ailleurs a beaucoup de mérite, parce que c'est toujours pareil, le but, c'est pas de stigmatiser quelqu'un qui, à l'époque, anté-sida, était Marmottan, c'était le seul endroit où les usagers étaient accueillis, en fait, sans préalable, hein, pour faire des cures, de sevrage exclusivement, mais enfin, c'était le seul endroit d'asile, si on peut dire. Mais, donc, le docteur Olivenstein était absolument opposé à cette... surtout à la méthadone d'ailleurs, surtout au traitement de méthadone, et on verra pour des raisons qu'on va retrouver quand on fait l'analyse du secteur tel qu'il est aujourd'hui, le secteur de l'addictologie. Donc Michel Barzac, que j'avais interviewé, d'ailleurs je me souviens, quand j'ai commencé à Sud, m'avait confirmé que les principaux opposants à son décret étaient les intervenants toxicomènes, qui lui avaient dit... non seulement ça ne sera pas efficace, mais enfin tout ce qu'on peut connaître sur donner de la drogue aux drogués, faciliter, en l'occurrence pour la question des seringues, l'usage de drogue, etc. Dealer en blouse blanche, c'est une phrase qui est attribuée à un certain nombre de gens, donc, en tout cas ça résume bien l'idée que se faisaient les intervenants de la prescription de substitution qui s'est fait de manière sauvage au départ, hein, par des médecins généralistes militants, j'insiste sur généralistes, et voilà, donc une opposition conceptuelle qui s'est mise en place pour cette réduction des risques qui au départ est vraiment une affaire de militants, hein. C'est pas une affaire de praticiens, c'est une alliance entre effectivement des médecins généralistes militants, des militants de la lutte contre le sida, des associations, enfin des usagers de drogue en l'occurrence, qui partent d'un point de vue humaniste plus que médical. Hein. Alors évidemment, c'est l'épidémie de sida, il s'agit de survivre, mais de toute façon, il n'y avait pas de traitement. Donc la question médicale, elle était réduite à sa plus simple expression, qui consiste plutôt à parler de lutte contre la stigmatisation et effectivement de mettre en place ces outils assez simples, dont la question de la substitution, dont on va voir que petit à petit, elle va prendre toute la place dans la réduction des risques. Et ça explique pourquoi des gens comme moi qui commençaient en disant on va sauver notre peau, enfin c'était ça qui était en jeu, hein, étions complètement braqués contre tout ce qui rappelait ce militantisme de l'abstinence. Il m'est même arrivé, j'en discutais avec Marie Geoffrey récemment, qui m'avait interviewé à l'époque, de considérer par exemple que les groupes d'entraide, les groupes de parole, les groupes narcotiques anonymes, n'étaient pas des groupes d'autosupport. C'était des gens qui intériorisaient un stigmate et qui étaient en quelque sorte les complices de cette propagande contre laquelle je me battais. Je vous parle de ça parce que ça explique cet écart qui s'est creusé petit à petit entre les militants de la réduction des risques et, disons, le secteur des associations d'entraide, qui pourtant étaient constituées de gens qui auraient dû se parler normalement assez naturellement, puisqu'ils avaient la même étaient basés sur la même culture. Donc voilà, en 1996,
c'est la mise sur le marché du Subutex. Je me souviens que Schering Plough tablait sur 10 000 traitements aux alentours de l'année 2000. Il y en avait 100 000 en 98. Et maintenant, on va parler de, effectivement, la place qu'a prise cette question de la prescription dans la réduction des risques. Ben, je t'en prie. Et ça, c'est le troisième modèle, hein, qui est celui, effectivement, qui en fait, aujourd'hui, en tout cas en France, hein, est un modèle relativement dominant, dans lequel le produit, hein, retrouve une sorte de préséance, et donc c'est cette démarche de médicalisation avec le rapport Parquet, hein, qui introduit, qui met en avant les notions et la distinction entre usage, abus et dépendance, avec ce central sur la dépendance et l'idée, au fond, que la dépendance est une maladie chronique du cerveau et que le soin passe par un rééquilibrage des synapses et par l'idée face à ce dérèglement lié à la consommation de psychotropes, de opiacés en particulier, enfin exclusivement d'ailleurs, le modèle de la substitution dont l'interruption n'est pas envisagée. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans l'installation de l'idée qui est encore forte aujourd'hui de chronicité. C'est d'ailleurs intéressant, cette idée de chronicité, elle est partagée avec l'approche dite Minnesota ou 12 étapes. Hein, c'est-à-dire que, mais on verra que ce qui compte, c'est que la définition de la maladie n'est pas la même. Et donc on voit aujourd'hui une montée en puissance de ce modèle médicalisé, hein, avec par exemple l'hypothèse de passer, hein, en termes d'appellation de TSO, traitement de substitution aux opiacés, à TAO, traitement de l'addiction aux opiacés. Et là, évidemment, et c'était ça qui était intéressant dans la rencontre entre Fabrice Olivet et moi-même, c'est-à-dire que moi qui viens plutôt de par mon expérience des approches fondées sur l'abstinence, et toi qui viens plutôt de la réduction des risques et donc de la substitution perçue à un moment T comme une solution de secours, hein, de survie. Évidemment, là, il y a quelque chose sur l'enjeu de la sortie des traitements qui est une question évidemment importante, puisque d'une certaine façon, il y a un petit peu un paradoxe, puisqu'au fond, même si effectivement les produits ne sont pas exactement les mêmes, ne conduisent pas aux mêmes états psychotropes, il y a quand même quelque chose de l'ordre évidemment de la dépendance qui perdure. Hein, et on voit bien d'ailleurs en français le mot sevrage qui prend plusieurs sens, avec un sens plein et entier qui conduirait plutôt à l'abstinence, et puis un sens très répandu dans le milieu médical, qui est le sevrage d'un produit de choix souvent illicite, mais ce sevrage n'étant rendu possible que par la substitution d'un autre produit, lui licite et prescrit. Donc j'entends même des gens parler de substitution parler de substitution à propos d'héroïne médicalisée, ce qui finit par constituer un paradoxe, évidemment. Et il y a cet enjeu avec maintenant des populations vieillissantes de gens qui ont accès à ces traitements, de la sortie des dits traitements et cet enchaînement que vous connaissez, hein, l'héroïne d'abord inventée pour soigner les morphinomanes et aujourd'hui la méthadone pour régler les questions des opiacés d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, si tu as fini, je pense. Oui, vas-y. Donc, effectivement, là, ce qui est intéressant du point de vue, encore une fois, du mouvement que j'anime et dans lequel ASUP s'est inscrit, donc militant de la réduction des risques, c'est qu'on a été pris à un moment dans une vague, à partir du début des années 2000 et de plus en plus fort, de protestations de gens qui ont effectivement sauvé leur vie en quelque sorte grâce
au traitement de substitution, qui se sont lancés là-dedans à corps perdu, avec, encore une fois, souvent cette idée que, bon, le futur était incertain, et qu'une fois qu'on conjugue aussi ça avec des traitements anti-VIH qui sont devenus efficaces, hein, parce que ça aussi, il faut replacer ça comme clé de compréhension de tout ça, qui se retrouvent prisonniers d'une camisole chimique dont finalement ils n'avaient pas mesuré la puissance. Le schéma classique, c'est des gens qui se retrouvent à 1, 2, 3 mg de méthadone et qui, lorsqu'ils essaient de passer de quelque chose à rien, se retrouvent pris dans des considérations qu'ils n'avaient pas envisagées, de difficultés sur des mois, voire des années. Alors, bon, ça c'est pour ça que j'ai insisté sur le risque addictogène des différentes molécules qui n'est pas étudié. Ce qui nous préoccupe plus, c'est le discours entendu de la part des soignants, qui, au lieu de se préoccuper de ce problème et de le prendre au sérieux, finalement, le balayent avec ce que Jean-Maxence explique sur les considérations de traitement à vie, les considérations de maladies chroniques du cerveau. Et finalement, effectivement, si on décline ça sur le modèle traitement classique, il n'y a pas de raison d'arrêter un traitement. Hein. La comparaison qui est faite très couramment, c'est le diabète. Et effectivement, dans le cas du diabète, il n'y a aucune... Enfin, les gens qui arrêtent l'insuline ou qui quittent l'insuline sont en danger. Et je pense qu'un certain nombre de soignants ont totalement intégré ce schéma du danger de quitter, même temporairement, la substitution. Il y a les quelques études qui existent, qui sont des études américaines d'ailleurs, sur les sorties de traitement, insistent sur le niveau de mortalité, de létalité des gens qui quittent la substitution en comparaison des gens qui restent sur des traitements à vie. Oui, avec même, quelquefois, j'ai pu lire ça dans la littérature, la demande ou la négociation du patient avec son médecin de baisse du traitement, voire d'arrêt du traitement, peut être interprétée comme une nécessité de plutôt augmenter les doses. Hein, c'est-à-dire la demande de fin de traitement ou de baisse du niveau du traitement est interprétée comme une sorte de préalable à une forme de rechute. Oui. Et termine sur ce slide, si tu as quelque chose encore à dire. Non, bah écoute, non, mais c'est exactement je trouve ça intéressant de voir cette histoire, quand on voit l'histoire des opiacés, de l'héroïne qui a été inventée pour soigner les morphinomanes, et la méthadone qui est inventée pour soigner les héroïnes, etc. On voit bien que le logiciel traitement en matière de drogue, le logiciel produit pur, finalement, nous amène à la situation où nous sommes aujourd'hui. Et donc le dernier modèle, bien connu dans cette assemblée, c'est le modèle Minnesota, ou modèle des 12 étapes, ou modèle fondé sur l'abstinence, hein, qui est lié à la naissance déjà ancienne des groupes d'entraide non professionnels, avec AA centré sur l'alcool et NA qui ajoute au dispositif mis en place par AA le dépassement de la question des produits au profit de la notion d'addiction au sens large, hein, mouvement qui sera d'ailleurs qu'on retrouvera dans l'évolution de l'addictologie d'une certaine façon. Avec l'usage, là aussi on retrouve l'usage déstigmatisant du concept de maladie qui était déjà présent très tôt dans le modèle biomédical aux États-Unis, hein, dans les premières expériences de substitution à la méthadone des années 60, mais évidemment cette maladie, elle n'est pas seulement physique, hein, elle est plus globale, elle est aussi psychologique et spirituelle, et c'est ça la distinction évidemment entre la maladie, disons dans une définition plus médicale ou plus scientifique dans le modèle biomédical, et l'usage du mot maladie dans le champ de l'approche par l'abstinence. Et donc le focus sur le rétablissement, en laissant de côté d'une certaine façon la question de la cause, hein, c'est-à-dire c'est pas
l'idée n'est pas forcément de résoudre le problème initial, conscient ou inconscient, qui a pu déclencher l'addiction, mais d'abord de s'inscrire dans une démarche de rétablissement, ce qui veut évidemment pas dire que cette question de la cause, elle n'est pas abordée, et la réalité des pratiques et de la clinique, c'est souvent que les gens mènent à la fois des démarches sur eux-mêmes d'inspiration plus psychologique ou psychanalytique et des démarches de rétablissement. Mais en tout cas, ce n'est plus un enjeu central. Et puis, évidemment, l'apparition, après, sur le modèle américain à Zelden, de centres de rétablissement, de communautés thérapeutiques, de cliniques, de centres d'accueil, qui tous, d'une façon ou d'une autre, partagent, interprètent, mettent en œuvre ce type d'approche sur des modes qui mêlent en fait des approches professionnalisées et des approches qui reposent fondamentalement sur le support entre pairs, et on retrouve cette notion d'autosupport. En ce moment, il y a une petite actualité cinématographique en France. Il y a plusieurs films qui mettent en scène ce type de démarche. Celui de Cédric Kahn, que je n'ai pas vu, qui s'appelle La Prière, celui de Marie Garel, qui s'appelle La Fête est finie, et puis un troisième dont le titre m'échappe là tout de suite. Pardon ? Nos vies formidables, voilà, merci Régis. Et puis l'émergence de la figure du counselor, un peu à la frontière du professionnel et du non professionnel, et d'une clinique spécifique de l'abstinence. Voilà, donc je vais très rapidement, là on a essayé de décrire les choses d'un point de vue un petit peu historique, et j'ai essayé avec Fabrice de réfléchir aux relations qui peuvent exister entre ces quatre modèles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces relations, elles évoluent dans le temps et elles bougent. Donc il y a le premier modèle, le modèle biomédical, qui insiste sur la dimension neuro, le sevrage, mais un sevrage qui au fond maintient la dépendance, puisque c'est la substitution, et donc qui est largement fondé sur une pharmacothérapie. Et ce premier modèle, depuis toujours, au fond, il se distingue, il s'oppose quelquefois avec le modèle plutôt psychosocial du trauma, de la dépendance comme symptôme, qui vise alors au sevrage au sens plein de l'abstinence, qui est fondé sur la cause et qui relève plutôt de la psychothérapie. Et donc on voit qu'il y a eu des oppositions entre ces deux modèles, et puis aujourd'hui on est plutôt dans une période de synthèse, où la dictologie vise à, au fond, tirer le meilleur parti de ces deux options. Et à côté de ça, ces deux modèles-là, c'est plutôt des modèles top-down, qui viennent de l'institution, qui viennent de la science, du monde médical, et qui donc s'articulent quelque part avec l'enjeu des politiques publiques, de la prohibition, des choses comme ça. Et puis, les deux autres modèles, c'est le modèle de la réduction des risques, fondé sur l'autosupport, associé à l'apparition du sida et de l'hépatite C, qui sont des catastrophes majeures, mais quelque part des éléments connexes par rapport à l'addiction, puisque c'est essentiellement lié à des risques vectoriels, par exemple l'injection, qui sont liés, qui mettent en avant l'accès aux substances et qui reposent sur des pratiques, la prise en compte des pratiques des usagers. Et puis l'autre modèle qui émane quelque part des usagers ou des dépendants en rétablissement, pour le coup, c'est les groupes d'entraide fondés sur l'abstinence au sens fort, sur une proposition d'un programme visant à changer les comportements, avec une dimension spirituelle qui, en France d'ailleurs, a longtemps constitué une difficulté. Et là aussi, ces deux modèles ont pu, au fond, s'opposer, et c'est là que, sur la vingtaine d'années de relations et d'échanges avec Fabrice, on voit qu'au fond, cette opposition, elle a vocation, en tout cas à nos yeux, à tomber. Et donc, à gauche, on est plutôt sur des modèles qui se sont appuyés sur la substitution, mais de façon différente. Et ici, on est aussi sur des modèles qui se sont appuyés à droite sur l'abstinente, mais de façon différente. Et alors, les choses que je trouve intéressantes, c'est
et donc j'avais écrit un article dans Assud à ce propos-là, c'est, me semble-t-il, de faire très attention à ce que ce modèle des 12 étapes, il peut quelquefois naturellement être attiré du côté de fait, les groupes d'entraide ne prennent pas position sur ces sujets, mais il peut y avoir un tropisme qui pousse, puisqu'il y a ce modèle de l'abstinence, à rejoindre au fond les rangs de la prohibition et de la guerre à la drogue. Et c'est longtemps ce qui a expliqué les préventions sur lesquelles je crois que tu es revenu pour une part, que tu pouvais nourrir par rapport au groupe d'entraide. Et parce que je pense que l'abstinence ici, qui relève d'un choix individuel, même s'il est porté par un groupe, est évidemment de nature très différente de cette abstinence obligée portée par l'interdit. Et donc il y a cet enjeu-là, et je dirais que de l'autre côté, du côté de la substitution, avec le pharmacone, donc l'ambivalence du produit, on voit bien que la substitution inscrite dans la chronicité à vie du modèle biomédical n'est pas tout à fait celle qui est la substitution, je dirais, choisie, liée à une crise aussi particulière dans laquelle le sida faisait des ravages, et que là aussi, il y a des distinctions à opérer. Donc il y a ces deux distinctions. Donc on voit qu'à droite, on est plutôt sur un modèle quand même qui prend en compte l'individu. C'est sans doute la force de ce que Olivenstein a apporté. Et on voit bien que dans les groupes d'entraide, c'est l'individu qui au fond est requis, à qui on propose une démarche, alors qu'à droite, on est davantage sur la dépendance et le produit. Mais il me semble que les deux modèles qui sont bottom-up, accordent plus de place à l'enjeu du contexte. Fondamentalement, dans les groupes d'entraide et l'approche Minnesota, on change quelque part, on propose un nouveau contexte pour se rétablir. Et évidemment, c'est le contexte de consommation et d'usage qui est pris en compte dans l'autosupport. Et sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que du côté du modèle biomédical et du modèle psychosocial, l'addictologie, au fond, intègre le psychologique et le biologique en mettant en avant la relation thérapeutique. En tout cas, elle déclare vouloir le faire. Et ce que je trouve intéressant du côté, et c'est tout le sens du rapprochement qu'on a essayé de construire avec Fabrice, c'est de dire qu'au fond, entre le toxicomane ou le dépendant actif qui dans ce cadre-là, met en place des stratégies pour prendre soin de lui ou de l'autre, et le modèle de rétablissement, évidemment, il y a de grandes différences, mais il y a aussi des points communs, une forme d'empowerment et au fond, l'idée de dépasser l'opposition entre réduction des risques et approche par l'abstinence à travers l'émergence d'un sujet. C'est vrai que dans le modèle du rétablissement, on a tendance à fortement opposer le moment de la consommation et le moment du rétablissement. Et je dirais c'est fait pour ça. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments de continuité entre ces deux moments. D'abord, les groupes d'entraide reposent sur une expérience partagée qui est au départ celle de l'addiction et de sa difficulté. Et on voit bien que la notion de groupe, que la proposition du rétablissement et de la démarche qu'il y a derrière vient quelque part à la place de quelque chose qui se jouait dans le rapport au produit. Il y a des logiques de continuité. Et ici, il y a au fond, c'est intéressant en tout cas de souligner les continuités qui peuvent exister entre expérience de l'addiction et expérience du rétablissement autour de la notion de groupe de sujets. Sur la chronicité qui est partagée par le modèle biomédical et par le modèle des 12 étapes, maladie incurable, mais évidemment toute la distinction, elle s'opère autour de la notion de maladie, et on voit que ce qui d'une certaine façon lie le modèle psychosocial et le modèle de la réduction des risques, c'est l'idée d'une régulation possible, dans la mesure où ici il y a une cause sous-jacente qui peut être réglée. On peut imaginer qu'une fois cette cause solutionnée, aller vers des usages régulés. Et c'est aussi, d'une certaine façon, ce qui peut se trouver dans le modèle de la réduction des risques. Et là, c'est effectivement très différent des modèles de l'abstinence complète. Voilà. Et donc, si vous voulez,
évidemment, c'est selon les pays, les cultures et les moments, ces modèles n'ont pas le même poids. Hein, ce modèle-là, en France, je les ai traités également visuellement, mais il est largement minoritaire. Voilà, ils ont tendance, évidemment, dans la pratique, dans la clinique et dans l'expérience des usagers et des dépendants, à se mêler les uns aux autres, hein, et on peut passer par ces différentes cases, on le sait. Et la dernière chose, évidemment, intéressante à dire, c'est que se superposent les enjeux de politique publique, et on voit bien que les modèles du haut relèvent, hein, que ce soit par la prescription ou que ce soit par la proscription, de modèles d'injonction qui reposent encore, d'une certaine façon, sur la distinction entre le licite et l'illicite. C'est très clair dans la substitution. Cette catégorie juridique, elle importe, hein, au-delà de la différence entre les produits et leurs propriétés. Alors qu'il me semble que du côté des modèles du bas, hein, bottom-up, l'enjeu du choix et le fait qu'au fond, il y a une perméabilité complète entre l'illicite et le licite sont très importantes. Dans le modèle des 12 étapes, cette catégorie ne joue pas. Hein. Au fond, l'alcool ou l'héroïne rentrent dans la même catégorie par rapport à l'abstinence. Et évidemment, d'une autre façon, c'est la même chose du côté de l'autosupport. Et il me semble qu'on est sur des modèles qui, par nature, dans la mesure où ils engagent la question du sujet et de ses choix, sont portés à être plus libéraux. Et d'ailleurs, je suis frappé, les groupes d'entraide ne prennent pas position sur ces questions, mais je suis frappé de voir qu'un grand nombre de gens en rétablissement sont par ailleurs des militants ou des gens plutôt convaincus par les approches de déprohibition, en tout cas, de l'usage. Attends, si tu permets, je voulais juste dire un mot quand même. Parce que... À toi. Non, parce qu'on a fait en fait les slides ensemble, sauf celle-là. Donc celle-là, je l'avais pas vue. Et c'est vrai que si je peux me permettre une petite critique très légère, donc je pense qu'il manque à la versus modèle RDR la dimension purement politique en fait de notre action, qui pourrait se mettre en résonance avec la spiritualité probablement, puisque ce qui a engendré effectivement cet écart dont tu parles aussi, c'est l'évidente instrumentalisation politique de ce discours des 12 étapes par un certain nombre d'acteurs. Bon, moi j'ai une vie de militant en fait. Hein. Cette histoire d'Assud pour moi c'était avant tout changer les politiques de drogue, bien avant finalement la question du soin, même si effectivement il y avait des questions de vie ou de mort, encore une fois, liées à cette affaire du sida, mais fondamentalement, c'est la discrimination qui nous posait problème, puisque cette affaire de sida, encore une fois, j'insiste sur le poids des politiques publiques qui l'ont cautionné, voire qui les ont boostés, qui les ont quasiment couvés. Donc, dans mon idée, cet engagement politique, et je pense qu'il était partagé par les militants d'Assud au début de l'association et tout au long de notre parcours, cette dimension politique, elle est structurante. La dimension changer les politiques des drogues et proposer des modèles de légalisation. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis arrivé pour la première fois aux États-Unis, invité par le Drug Policy Alliance, donc des militants de transformation de politique des drogues, de trouver à la tribune énormément de membres de groupes de 12 étapes qui étaient fortement engagés contre la guerre à la drogue. Ça a été ma première prise de conscience. À l'époque aussi, quelque chose qu'il faut préciser, c'est que ce fut aussi pour moi la découverte de la confusion entre ces politiques de drogue aux États-Unis et les questions raciales. Questions raciales qui, pour des questions
je pense évidente, me préoccupe aussi énormément en France. Et j'ai pu remarquer à quel point beaucoup de ces militants des 12 étapes appartenaient à la communauté noire et dénonçaient à la fois la guerre qui était faite à leur communauté et tout en conjuguant un parcours personnel qui allait vers l'abstinence et la distance par rapport aux consommations. Donc ça a été la première prise de conscience. La seconde fut la rencontre que j'ai pu avoir avec Kate Barry, Martine Knecht et Suzy d'ailleurs qui est ici présente, lorsque j'ai découvert que en France aussi, un certain nombre de gens qui étaient dans ces mouvements de 12 étapes pouvaient partager cette vision politique, encore une fois, qui était la nôtre, qui était la plus importante du fait de l'injustice des structures qui s'adressent qui organisent la question des drogues basée sur la prohibition, et qu'il n'y avait pas d'antinomie entre ce parcours des 12 étapes et ce positionnement politique. Alors, oui, donc la question du choix, une fois qu'on a mis tout ça de manière, j'espère, suffisamment claire, on fait le bilan et on se dit effectivement qu'est-ce qui fait que finalement, oui, venant de parcours a priori dissemblables, voire que certains peuvent considérer comme antagonistes, on en arrive aux mêmes conclusions. Et la question du choix est, à mon avis, fondamentale. Effectivement, quand je parle de vision politique pour la suite, c'est aussi cette question du choix de pouvoir consommer ou du choix de cesser de consommer. Et ça se traduit par des choses très simples, même s'il peut y avoir des divergences dans la manière de formuler tout ça. La question du volontarisme accorde une dignité, une crédibilité à la démarche de l'usager qui peut se traduire dans ce que vous conjuguez, je dis vous, puisque moi je ne suis pas membre de ces mouvements, du fait de choisir d'aller en réunion tous les jours. Et moi je peux comparer ça au fait de choisir de prendre un TSO, puisque le problème qu'on a avec le secteur du soin dans les TSO est bien celui-là, celui du choix, de choisir de prendre un TSO, de choisir de quitter un TSO. L'anecdote dont parlait Jean-Maxence, là, du fait d'avoir une réponse qui est du côté d'augmenter les traitements, elle est de plus en plus une chose qu'on n'a pas évoquée, les laboratoires pharmaceutiques recommandent, parce que dans cette question de l'industrie pharmaceutique, dans la question des traitements de substitution, dans la question de la découverte d'un nouveau marché qui s'appelle les addictions, il y a effectivement des intérêts financiers. Donc, il faut qu'on se batte, finalement, presque aussi fort qu'on s'est battu contre la guerre à la drogue et les gens qui voulaient nous obliger à faire des sevrages et à être dans l'abstinence. Il faut qu'on se batte presque aussi fort avec cette imposition de traitement à vie de maladies chroniques. Oui, moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a intéressé dans cette optique, et j'avais écrit un papier dans le journal La Sud et j'avais présenté ce sujet à la Fédération Addiction, c'est qu'au fond, dans les programmes de 12 étapes, il y a évidemment une sorte d'appel à la dignité du sujet, qui est invité à la retrouver à ses propres yeux. Et derrière ça, le fait que... Et pour moi, il y a un parallèle, où il y a une résonance avec le fait que, d'un point de vue politique, les usagers se soient emparés de ces questions-là à un moment, sans ne plus vouloir être simplement les objets d'une politique, mais aussi les sujets d'une pratique. Et là, il y a des résonances, même si évidemment il y a de grandes différences, et on retrouve cette question du groupe, l'expertise à la fois de la consommation et du rétablissement, la dimension collective et l'importance quelque part de la non-stigmatisation comme préalable à d'éventuelles solutions individuelles ou collectives dans un monde qui prohibe les drogues. Et la question qui m'intéresse, c'est au fond
comment peuvent évoluer les approches par l'abstinence d'une part, les approches de harm reduction, de réduction des risques d'autre part, dans un monde qui risque aussi d'aller de plus en plus vers justement une forme de déprohibition. Voilà, et donc c'est cet enjeu, hein, et tu as fait le parallèle entre la dimension politique et la dimension spirituelle, mais c'est vrai que ces enjeux de citoyenneté, d'expertise, de non-stigmatisation, tout ce que j'ai appelé le niveau bottom-up, c'est là qu'il est intéressant d'établir ces parallèles qu'on a essayé de construire dans cet exposé, pour dépasser un certain nombre d'oppositions et de caricatures et se projeter dans l'avenir, à la fois dans le champ de la thérapeutique et du soin et dans le champ des propositions politiques et des politiques publiques dans le domaine. Tu veux conclure ? Ben, allons-y, mais qu'est-ce qu'il y a comme conclusion ? On a quelque chose ou il faut improviser ? On a ma bibliographie. Ah bah oui, quand même, oui. Alors, bon, de toute façon, ça, on vient de l'évoquer longuement, le fait que les lignes ont bougé, j'espère que vous l'avez compris, sinon on va revenir sur cette affaire, parce que c'est vrai que, à mon avis, le futur va être de plus en plus sur ces nouvelles lignes, hein, à savoir, d'un côté, effectivement, une prohibition qui continue à exister et à faire du mal dans le monde entier et qui utilise différents instruments selon les pays. D'un côté, effectivement, une guerre brutale assez traditionnelle, de l'autre, une forme de médicalisation qui d'ailleurs a déjà été pensée avant nous, hein, par Michel Foucault notamment, mais pas seulement. Ce recours au groupe qui, effectivement, doit aussi de plus en plus prendre de place dans notre univers de la question des drogues. Effectivement, sur le papier, on voit qu'il y a beaucoup de choses autour de la démocratie sanitaire. Il n'y a pas un colloque maintenant qui se met en place sans qu'on évoque cette question de la parole des usagers. Alors, tout à l'heure, on a eu une petite conversation au téléphone avec Jean-Max qui me dit, oui, comme d'habitude, toi, t'es beaucoup trop, t'es toujours très incisif, très percutant, peut-être un peu trop. On a fait beaucoup de choses récemment, du point de vue des pouvoirs publics, justement, pour porter cette parole des usagers. Alors, je prends donc le costume du bad cop, et en tant que méchant qui n'est jamais content, effectivement, je me méfie de ces paroles qui ne sont pas suivies d'effets. Parce que souvent, c'est quelquefois pire de devoir lutter avec des choses qui prennent l'apparence d'eux et qui ne vont pas au fond de ce que ça signifie réellement. En l'occurrence, cette question de la démocratie sanitaire, elle est organisée totalement du point de vue du soin et absolument pas du côté de la démocratie. C'est-à-dire que c'est le sanitaire qui, effectivement, se préoccupe d'organiser une parole à l'intérieur de ses propres institutions, mais tout en gardant soigneusement le contrôle. Et je suis bien placé pour savoir que, encore une fois, toute la dimension politique de l'action que peut mener un groupe comme ASUD est plutôt mal vue, et je ne parle même pas de ce que pensent les laboratoires pharmaceutiques, même si ils peuvent avoir une politique très ambiguë à notre égard, notamment ce qu'on n'a pas évoqué, cette idée du changement de dénomination. Si, je l'ai. Ah, tu l'as évoqué ? D'accord. Bon, qui est typique de ce discours hypocrite, à mon avis, de la démocratie sanitaire, puisque ce changement de dénomination, il s'appuie sur une argumentation qui serait la déstigmatisation. C'est ce qui nous est toujours avancé. Le lien avec les questions illicites serait forcément stigmatisant. Mais stigmatisant pour qui ? Stigmatisant plutôt par les médecins qui refusent majoritairement de prescrire, parce que ça aussi, il y a une hypocrisie gigantesque dans toute cette affaire, c'est qu'un des problèmes majeurs de la substitution, c'est avant tout qu'elle n'est pas prescrite et qu'elle n'est pas délivrée, y compris à des gens qui sont parfaitement en règle. Donc, voilà, sur cette question des lignes qui bougent, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un combat qui va continuer et dont j'espère qu'un jour, enfin, l'idée
final, c'est quand même d'organiser une société avec drogue, j'insiste, dans lesquelles il sera beaucoup plus simple de pouvoir à la fois en contrôler les effets négatifs pour ceux qui décident d'en prendre, mais à la fois de quitter la dépendance pour ceux qui sont prisonniers d'un certain nombre de paramètres qu'ils ont organisés de leur propre choix, encore une fois. Et plus on aura ce modèle en action, et plus on sera libre. Et c'est effectivement une question de liberté. Voilà, et juste quelques références bibliographiques qu'on a évoquées au fur et à mesure de cet exposé qui se termine ici.